à tous, bienvenue en direct sur BFM TV, il est 21 h. À la une ce soir, Macron, Mélenchon, la bataille a-t-elle commencé 2 jours après les débordements du 1er mai? Le président pointe la responsabilité de la France insoumise dans la banalisation d'un discours de haine. Du côté de Jean-Luc Mélenchon, on réplique et on voit dans la charte présidentielle le coup de menton d'un président ne supportant pas la contradiction. On en parle justement et on va en débattre avec nos invités ce soir. Pierre Jacquemin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes rédacteur en chef de la revue Regard. Bonsoir. Guillaume Tabar. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro. Bruno Jeudi est avec nous. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Bruno, éditorialiste politique à BFM TV. Comment vous voyez là déjà ce duel à distance? Logique, ils se sont choisis, le président et son premier opposant depuis le début du quinquennat. C'est un couple qui va bien, on verra si ça finira pas par lasser les Français. Alors on verra, en tout cas on en débat dans un petit instant. D'abord le journal complet signé Rachid Amberki. Bonsoir Rachid. Bonsoir Nathalie. Les obsèques de la petite Angélique, elles auront lieu samedi. Oui, en attendant, le suspect qui est passé aux aveux est écroué et sa femme se dit effondrée ce soir. Sa meilleure amie témoigne sur BFM TV. Elle affirme notamment que le meurtrier présumé a menti sur son passé. Là, elle est au fond du trou. Donc elle était dans le train du jeudi, elle s'est intéressée aux informations. Et c'est là qu'elle a découvert qu'une petite fille de Vendrechy avait disparu. Et elle est rentrée du soir et on a parlé tout simplement à son époux qui lui a dit ne pas être au courant et être choqué aussi que cette petite fille soit plus là, quoi. Les policiers ne l'ont pas appelée pour la prévenir, quoi que ce soit, elle l'a su comme nous. Que le suspect qu'ils avaient arrêté et qu'ils interrogeaient depuis tout le samedi, de la nuit, tout ça, avait avoué et qu'il avait conduit les policiers sur le lieu où ils ont retrouvé Angélique. Donc là... Voilà, son univers s'est effondré. C'est très bizarre parce que j'ai un peu honte de le décrire de cette façon-là. Mais c'était quelqu'un de souriant, de très calme, de très posé, de très agréable. Il disait toujours bonjour, toujours le sourire au visage. Et je ne l'ai jamais vu en colère. C'est vraiment un sentiment de trahison, de dégoût, de honte. Honte d'avoir pu être amie avec lui, quoi. Voilà, propos recueillis par Kelly Lafin et Clémence Ziyech. L'actualité, c'est aussi ces duels à distance entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'État a d'abord dénoncé les élus qui tiennent constamment un discours d'agitation qu'il qualifie de pyromanes indignés. Le patron de la France insoumise n'a pas du tout apprécié, jugeant indignes les propos du président de la République. Plusieurs casseurs présumés jugés aujourd'hui en comparution immédiate. 6 d'entre eux devaient être en tout cas jugés cet après-midi, mais 2 des prévenus ont demandé un délai pour préparer leur défense. Ils y comparaîtront finalement le 30 mai. L'un de leurs avocats, lui, se dit dubitatif. J'ai l'impression en tout cas qu'on a des interpellations qui sont de manière aléatoire et groupée. Coup de com' ou pas, ça je laisse apprécier aux autorités et aux personnes qui ont pu constater effectivement ce type d'interpellation. Mais en tout cas, on n'a pas d'interpellation qui sont basés sur des indices graves ou concordants de participation à la commission d'une infraction ou la tentative de commission d'une infraction, ce qui est quand même la base de placement en garde à vue à l'origine. Donc on a une personne qui se trouvait, et je le redis et je pèse mes mots, au mauvais endroit, au mauvais moment, dans la mesure où il n'avait aucune volonté de participer à ces exactions. Et sur BFM TV, François Hollande se dit indigné par les violences qui ont émaillé la manifestation du 1er mai à Paris pour l'ancien président. La condamnation doit être unanime. La première réaction que j'ai eue, c'est une réaction d'indignation. Parce que ces groupes, ou ce groupe, qui est venu pour détruire, pour casser, pour attaquer des forces de police, pour détourner l'objet même de la manifestation, oui, ces groupes ont une attitude inqualifiable et se mettent hors de la démocratie délibérément. Et avant tout débat, avant toute discussion sur la manière avec laquelle il faut agir, utiliser les forces de l'ordre et protéger aussi les biens comme les personnes, il y a cette condamnation qui doit être unanime.
La grève des cheminots continue. Pour demain, la direction prévoit toujours des perturbations avec un TGV et un Transilien sur 2, 2 TER sur 5 et un Intercité sur 3. Plusieurs centaines de ces cheminots se sont rassemblés à la mi-journée aux abords de l'école militaire à Paris. Ils ont été d'ailleurs rejoints par des étudiants, des enseignants et des postiers pour accentuer la pression sur le gouvernement. Et puis la cagnotte de 1 million d'euros récoltée sur Internet pour financer la grève a finalement été remise aujourd'hui aux organisations syndicales. Le temps demain. Et bien demain matin, vous allez être contente, Nathalie, parce qu'il va faire beau. Mais alors pas partout, ce sera nuageux au nord de la Bretagne ainsi que dans l'est et le sud-est du pays. De fortes pluies sont même attendues sur les Alpes frontalières. Ailleurs, ce sera donc du soleil et des températures de 2 degrés à Cherbourg à 16 degrés à Nice. Faites tout pour que j'ai le sourire ce soir. Hein. Merci Rachid. On suivra aussi le résultat du match Salzbourg-OM tout à l'heure, la mi-temps à suivre avec Jean-Baptiste Boursier. Bienvenue à Pierre Jacquemin et à Guillaume Tabar sur ce plateau. Merci à tous les deux d'être là. Pierre Jacquemin, vous signez Ils ont tué la gauche aux éditions Fayard. Ça date de 2016. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Regard. Guillaume Tabar, rédacteur en chef, éditorialiste politique au Figaro. Ça se corse entre Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, député de Marseille. Qu'est-ce qu'on doit dire quand je dis ça se corse, est-ce que c'est la vision que vous avez, vous aussi, aujourd'hui, entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron? C'est un duel à distance. On a entendu avec Rachid Mbarki, le président a accusé, je cite, ceux qui ne croient à la démocratie que quand il gagne, d'entretenir un climat de contestation sociale. Il ne nomme personne à ce moment-là, mais on a bien compris, suivez mon regard. Hein. La réponse de Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas faite attendre. Jean-Luc Mélenchon, il est servi par Emmanuel Macron, Pierre Jacquemin? Lequel sert l'autre d'ailleurs? Emmanuel Macron a théorisé sur la bienveillance. Il faut rappeler quand même qu'en politique, quand on veut faire de la politique, on l'a fait avec des convictions, on l'a fait avec des idées. Donc il ne faut pas confondre l'ennemi à l'adversaire. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est un adversaire pour Jean-Luc Mélenchon de la même manière que Jean-Luc Mélenchon est un adversaire pour Emmanuel Macron. Je crois que Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, dans son rôle, quand il joue le rôle d'opposant politique et qui mobilise et qui manifeste et qui fait des rassemblements pour rassembler le plus largement possible pour lutter contre la politique d'Emmanuel Macron. En revanche, la parole du président de la République pour accuser un tel, et notamment Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, d'être ambigu sur les violences qui ont eu lieu, compte tenu du fait que, quand on entend Emmanuel Macron nous dire qu'on banalise la violence politique aujourd'hui, alors que le sujet aujourd'hui qui est au cœur des mobilisations sociales, c'est la violence de l'action politique de ce gouvernement, il y a un peu du deux poids deux mesures, en tout cas dans la parole du président de la République. On écoute la réponse de Jean-Luc Mélenchon à l'attaque indirecte d'Emmanuel Macron, et Guillaume Tabar, vous nous livrez votre analyse. C'est pas digne de sa part de faire ça pour deux raisons. D'abord parce qu'il faut bien qu'il admette l'idée que dans tous les pays démocratiques, il y a une opposition. S'opposer, c'est normal quand on ne pense pas la même chose. Donc on sait ce qu'on fait au Parlement, dans la manifestation et ainsi de suite. Où est le problème? Alors il nous accuse et il veut nous confondre avec les violents. Nous condamnons les stratégies de violence, on s'est déjà expliqué sur le sujet, non seulement parce qu'elles ne mènent à rien, mais parce qu'elles récupèrent politiquement ce que nous faisons. On a l'impression d'être un peu dans un espèce de jeu comme ça, un duel, clairement. Nous, on est là, spectateurs, et puis ça se joue entre Macron et Mélenchon. Oui, en tout cas, jeu de rôle, incontestablement. Pour Emmanuel Macron, ça l'arrange d'ériger Jean-Luc Mélenchon en opposant numéro 1, parce qu'il a quand même un côté très caricatural. Il ne faut quand même pas oublier sur la séquence récente, Jean-Luc Mélenchon a dit absolument n'importe quoi. Souvenez-vous, le 1er mai, c'était l'extrême droite qui avait provoqué... Bon, il s'est vite excusé. Il s'en est pas excusé. Il s'en est pas du tout excusé. Il a dit, ah oui, j'étais un peu fatigué, etc. Quand on prétend être leader d'opposition, en plus, je ne crois pas du tout au coup de la fatigue. Jean-Luc Mélenchon... Personne n'est capable de qualifier et d'identifier qui sont les manifestants des Black Blocs. Il y a une diversité de profils dans ces manifestants. Donc c'est compliqué de dire historiquement, on n'a pas vu beaucoup de... J'ai lu attentivement Libération qui a ouvert largement ses colonnes aux Black Blockers, d'ailleurs sans contrepoint à ce qu'ils disent, etc. On n'a pas vu tellement une idéologie de droite ou d'extrême droite dans ce qu'il disait, donc je pense que c'est assez clairement identifié. Bon. Ensuite, Jean-Luc Mélenchon, il dit faut que le président accepte qu'il y ait une opposition. Évidemment, c'est le droit, et j'allais même dire, c'est le devoir de Jean-Luc Mélenchon de s'opposer, de critiquer fortement Emmanuel Macron. Une opposition, elle doit être forte, mais il faut aussi que lui accepte qu'on lui réponde. Or, c'est vrai que dans tout ce discours où on utilise le même mot
le mot de violence pour dire d'un côté il y a de la violence sociale, de l'autre côté de la violence physique, dire oui bien sûr la violence physique elle est condamnable, mais la violence que fait subir le gouvernement salarié elle est encore plus terrible. On a entendu ça on aimerait le 1er mai. On aimerait que d'autres le rappellent que cette violence sociale... Oui mais je trouve très dangereux de mettre sur le même point deux formes de violence, une violence politique, sociale, économique, et une violence physique qui s'en prend aux biens et aux personnes. Mais Bruno Jeudi, est-ce que quand même, il n'y a pas un jeu de dupes? En fait, ça arrange tout le monde. Emmanuel Macron, d'un côté, il a une manière comme ça de tuer la polémique sur les violences du 1er mai, sur la défaillance de l'État, et puis Jean-Luc Mélenchon, il est dans son rôle de premier opposant. Oui, bien sûr. Non, tout le monde est content. Ça les arrange tous les deux. Emmanuel Macron passe rapidement sur c'est vrai, ce choix de stratégie policière. Voilà. Certes, il n'y a pas eu de blessés, et tant mieux, mais il y a eu beaucoup de dégâts. Et on voit bien que c'est l'affichage offert, au fond, au Black Bloc a beaucoup choqué l'opinion. Ça l'arrange, Emmanuel Macron, parce que dans le paysage, dans ce nouveau monde politique qu'il a redessiné, il s'est mis au milieu. Il occupe le centre-gauche, le centre-droit, et ça l'arrange d'avoir les deux extrêmes comme opposants. En tous les cas, c'est ce qu'il veut. Et il passe beaucoup de temps à parler de Jean-Luc Mélenchon. Dans beaucoup de ses interventions, il parle peu des autres. Et Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, est le premier opposant. Voilà. En tout cas, ce que nous et comme ça marginalise toute forme... Et ça marginalise surtout la principale opposition au Parlement, que sont les Républicains de Laurent Wauquiez. Exactement. Et alors, quand même, parce qu'il y a les partis qui sont squeezés, les Républicains, le PS, et puis il y a les corps intermédiaires. Bien sûr, c'est bien. Parce que là, Jean-Luc Mélenchon, il a un rôle aussi. Bien sûr. Alors, en l'occurrence, c'est ça qui a été occulté. Ça fait 2 jours qu'on parle des violences ou des dégradations qui ont eu lieu en marge des manifestations du 1er mai. Le 1er mai, il faut rappeler quand même que c'était des mobilisations des partenaires, des syndicats. Ni le président de la République, ni le Premier ministre le soir du 1er mai n'ont eu de mots pour les syndicats. Le problème, il est là aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de dialogue social. Ils ont regretté que le Premier ministre, la déclaration du Premier ministre, elle a été pour les forces de l'ordre. Sans doute a-t-il eu raison d'aller les visiter, mais il se devait, compte tenu du contexte social dans lequel on était, et il n'a pas eu un mot pour les syndicats. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Il n'y a plus de dialogue social dans ce pays. Le dialogue social est verrouillé, il est fermé, il n'y a plus rien à négocier. Et on renvoie les syndicats à ce côté toujours très poussiéreux. Ils sont des conservateurs. Alors qu'ils sont là, ils sont prêts à discuter, ils sont prêts à négocier. On sait qu'il y a le rendez-vous du 7 mai prochain avec le Premier ministre. On sait d'ores et déjà, et les syndicats ne sont pas il ne se passera rien, il n'y a pas d'objet de la négociation. Soyons de bonne foi. Quand Jean-Luc Mélenchon, dans les colonnes de Libération début avril, dit c'est une guerre de mouvement. Macron, il bouge, on bouge. Il dit même, je trouve fascinant, motivant le moment. Il est stimulé par Emmanuel Macron lui-même. Lui non plus, à un moment, il n'en a plus, j'allais dire, plus rien à faire des forces intermédiaires. Des corps intermédiaires. Ce que je crois, c'est qu'encore une fois, Jean-Luc Mélenchon est dans son rôle. Le 1er mai, il accompagne la manifestation des syndicats. Mais Jean-Luc Mélenchon est un homme convaincu qui fait de la politique. Il ne nous parle pas des syndicats depuis 48 heures. Il ne nous parle pas des syndicats. Il y a une nouvelle séquence. Il y a la manifestation du 5 mai prochain, qui est une manifestation politique, citoyenne, qui a vocation à être large. Et pas celle, on l'explique, c'est la manifestation de la France Insoumise. C'est un peu plus large que ça. D'ailleurs, Regard appelle à cette mobilisation avec une cinquantaine d'intellectuels et d'artistes. Il n'y aura pas la CGT, typiquement. Non, c'est pas une publicité gratuite. C'est juste pour dire que ce qu'on explique de la violence de Jean-Luc Mélenchon, je ne crois pas que les intellectuels qui ont signé ou les artistes qui ont signé Virginie Despentes, Édouard Louis appellent à la violence. Il n'y aura pas pour autant les syndicats. Par exemple, les syndicats cheminots, ils ne seront pas présents. Ils n'ont pas appelé à rejoindre ce mouvement. Écoutez, il y a une chose. Il n'y a pas eu d'appel à s'y joindre, en tout cas. Une chose est certaine, sans doute le mouvement. Il n'y a pas eu d'appel à s'y joindre, en tout cas. Sans doute le mouvement. Parce que c'est peut-être pas leur rôle et de la même manière que les politiques n'ont pas forcément. Donc vous voyez bien qu'ils ne sont pas non plus représentés. Ils ne sont pas non plus représentés là aujourd'hui. Le sondage de BFM explique très bien que les Français, en tout cas les sympathisants de la gauche, souhaitent un rassemblement syndical et politique. Donc c'est l'enjeu de la manifestation de samedi, parce que c'est pas un jour c'est un jour où les gens peuvent aller manifester sans avoir à se mettre en grève, et qu'il y a un moyen de rassembler les syndicats, les politiques, les artistes, les intellectuels. Donc c'est ça l'enjeu de la manifestation de samedi. Et encore une fois, ce que montre la mobilisation sociale et syndicale en ce moment, c'est aussi le décalage entre les têtes pensantes des syndicats et les militants. Je suis désolé, mais dans les grèves où on dit que la CFDT n'y est pas, les militants de la CFDT sont en grève, sont dans les manifestations, même quand la CFDT n'a pas la grève. Il faudrait peut-être vous interroger, vous demander pourquoi d'abord l'unité syndicale elle n'est pas réalisée pleinement. Pourquoi, par exemple, Laurent Berger refuse la convergence des luttes que réclame la CGT. Lui, il la refuse. Il faudrait aussi s'interroger pourquoi les syndicats ne veulent pas de cette collusion aussi avec la France Insoumise. Pourquoi toutes les formations de gauche n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux. On a lundi soir ce qui reste du Parti communiste, ce qui reste des Verts et ce qui reste de Benoît Hamon qui font leur petit meeting entre eux, mais surtout sans le PS et sans Mélenchon. On a samedi Mélenchon qui fait son... la France Insoumise... Ruffin qui fait son Ruffin
faim qui fait son pot-au-feu et il ne faut pas réduire ça à la manifestation de faim allumée, d'ailleurs. Et on a le Parti communiste qui n'est pas très allant. Donc, vous voyez, non, mais je sais que vous souhaitez beaucoup que la gauche soit fracturée. Mais moi, je ne souhaite rien. Quand même, depuis quelques mois, on s'aperçoit que quand même cette unité, elle se construit. Je suis partie prenante d'un débat politique. Je suis partie prenante. J'assume qu'aujourd'hui, si la gauche doit exister, si les revendications qui sont portées par les syndicats, par les politiques aujourd'hui, si ça a vocation à exister dans le débat public, il faut que cette gauche soit rassemblée. Donc il y a une responsabilité de cette gauche-là. Et les manifestations, encore une fois, ça se construit l'unité, ça se décrète pas. La convergence des luttes, ça ne se décrète pas non plus, ça se construit. Mais alors pourquoi on ne voit pas le mouvement prendre Non, mais alors par exemple, Jean-Luc Mélenchon, il sera samedi? Il n'y sera pas. À la manifestation de samedi. Je ne sais pas s'il a déclaré qu'il irait ou pas. Il n'y a pas de raison qu'il n'y soit pas, puisque aujourd'hui toutes les manifestations sont une occasion pour exprimer une colère de manière festive et revendicative, comme l'appelle d'ailleurs la manifestation de ce samedi. Mais encore une fois, ça se construit dans le temps. On sait que la politique d'Emmanuel Macron depuis un an, je finis juste là-dessus. Depuis un an, la politique d'Emmanuel Macron, c'est je passe des réformes, je les fais et j'ai l'autorité, donc je les passe et la contestation existe, mais peu importe, je balaye ça d'un revers de manche, je passe une réforme les unes après les autres. Donc tout ça nourrit la colère sociale. Et c'est ça qui se passe en ce moment-là. Cette colère, elle existe. Peut-être que ça ne marchera pas là maintenant, mais d'ici quelques mois, quand les autres réformes vont arriver, cette colère, elle aura mûri d'ici là. Juste, Guillaume Tabar, parce qu'on va bientôt conclure. Emmanuel Macron, il supporte l'opposition, parce que Jean-Luc Mélenchon, il l'attaque aussi sur ce point-là, en gros en disant... c'est parce qu'aujourd'hui on crie fort que vous criez encore plus fort, etc. etc. C'est clair que c'est un peu le talon d'Achille d'Emmanuel Macron d'avoir un peu de mal à accepter un discours contradictoire. Lorsque de Sydney, il est interrogé sur son absence et qui dit « Écoutez, j'ai mieux à faire que de regarder les cortèges à la télévision », cette phrase n'est pas utile. Je veux dire qu'il est en train de reporter un bras de fer politique et social avec les syndicats sur la réforme de SNCF. Là, clairement, il a la tentation d'en rajouter et d'une manière qui frôle l'arrogance et qui est contre-productive pour lui-même. Pas d'ambiguïté, Pierre Jacquemin, l'affiche de la fête à Macron, elle appelle oui ou non la violence. On voit quand même un jeune qui jette certes des légumes, mais avec élan, ça vous rappelle pas les pavés quand même, ce qu'on a pu voir tout simplement mercredi dans les cortèges, mardi dans les cortèges. Je vous l'ai dit, Regard est à l'initiative d'un appel aussi, qui s'appelle un appel festif et revendicatif. Mais franchement, regardez d'abord, ce que je pense de cette affiche, c'est que c'est un manif pot-au-feu, ça n'a rien de violent, c'est des carottes et des choux qui sont posés. Les gestes, attendez, on connaît on est en fait 68, il y a des mouvements. Et l'expression la fête à Macron. Mais la fête à Macron, vous avez la lecture la plus violente que vous voulez faire instaurer. C'est très bien. Faire la fête à quelqu'un. Arrêtez la violence. La violence, faut arrêter. Cette violence, vous la voyez parce qu'on a vu les images pendant 2 jours des dégradations d'un McDonald's, etc. La violence, elle n'est pas là. Et c'est ce qu'on veut nous faire échapper. C'est le discours. Mais c'est pas une ambiguïté. Jean-Luc Mélenchon, vous ne pouvez pas lui reprocher. Mélenchon n'appelle pas à la violence. Qui est des groupes, des groupuscules qui décident d'appeler à la violence, c'est une chose. Et d'ailleurs, la France Insoumise s'organise pour que la violence soit contenue. Il n'y a pas de violence au sein de la France Insoumise et de ceux qui appellent le lendemain de la violence du 1er mai. C'est le lendemain. C'est vous qui avez voulu dire qu'il y avait de la violence. Il y a eu des dégradations, elles sont dramatiques ces dégradations. Mais le problème numéro 1, il n'est pas la dégradation du McDonald's, il n'est pas la dégradation de l'espace public. Il est à dénoncer, mais la violence, elle est ailleurs. Il faut arrêter de faire croire que la violence, elle n'est pas sociale avant tout. Et que la violence sociale, ça produit nécessairement de la violence en politique. Et cette affiche n'a rien de violente. Alors, je vous pose la question dans le sens, est-ce que vous reprochez, vous, au gouvernement, de jouer la stratégie de la tension ? Sans doute, oui. Aujourd'hui, le fait est qu'il n'y a plus de dialogue avec le gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement le dit d'ailleurs que les choses sont pliées, puisque le 7 mai, le rendez-vous du 7 mai, il n'y a rien à négocier pour les syndicats. D'accord, mais alors quand vous voyez Éric Coquerel, on a l'image, c'est pas moi qui l'invente, Éric Coquerel qui se rend à Tolbiac, qui ne cache pas non plus tous les mélenchonistes qui s'y rendent et qui comme ça, essayent de motiver le mouvement étudiant. On le voit sur ces images. Pour reprendre l'agitation de l'automne. C'est encourager la violence. C'est pas souffler sur les braises, ça ? Mais non, mais la politique, attendez, à un moment donné, ce sont des représentants du peuple. Qu'ils aillent dans les endroits où il y a les luttes, que ce soit dans une entreprise, aussi dans les universités ou ailleurs, c'est leur rôle de responsable politique. Il n'y avait pas de violence à Tolbiac. Je sais pas, oui, il y a eu des dégradations, mais. Un exemple d'ambiguïté. Pourquoi une ambiguïté ? Pourquoi l'ambiguïté d'un député qui se rend dans une université pour aller parler aux étudiants ? Et c'est quoi l'université ? C'est l'endroit où on peut réfléchir ensemble, où on peut éveiller les consciences. Si Marine Le Pen avait été au rassemblement de génération identitaire au col de l'Échelle. Ça l'a pas beaucoup gêné, visiblement, le rassemblement des identitaires. Mais s'il y avait été, vous auriez dénoncé la collusion et l'incitation à la haine. C'est exactement pareil. La collusion, elle existe puisqu'ils ont tout à fait revendiqué l'action des identitaires, le Front National. Donc du coup, elle n'a pas pu s'y rendre sans doute. La collusion existe. Deux choses. Je voudrais vous proposer, Guillaume Tabar, un extrait sonore. François Hollande, l'ancien président, était l'invité de Rotel Krief. Bruno Jeudi, ça ne vous a pas échappé tout à l'heure. Oui. Écoutons l'ancien président. Je voudrais que vous réagissiez, s'il vous plaît, juste après. Si j'avais besoin de donner une confirmation de mes propos, on ne s'y serait pas pris autrement pour me donner raison. Donc vous êtes choqué ?
je sais pas que je suis choqué, ça s'inscrit dans la même démarche, celle de favoriser les plus fortunés. Parce que ceux qui vont bénéficier de ce dispositif, peu nombreux d'ailleurs, vont être forcément les plus fortunés. Est-ce que ça n'encouragera pas le dynamisme de l'économie française? Puisque ça va permettre à des capitaux de partir. Si l'on pense que c'est une bonne chose pour l'économie française d'inciter ceux qui ont des capitaux de partir à l'étranger, alors on doit être absolument pour cette disposition. Dans ce marasme autour du 1er mai, des violences, Emmanuel Macron, qui fait la une de Forbes, qui depuis l'Australie nous annonce qu'il n'y aura plus d'exit tax, c'est une manière de contourner, là aussi, de détourner l'attention ou de faire encore de la provocation? En tout cas, il peut dire merci François Hollande. Parce que là, c'est fabuleux, on vient de l'entendre, François Hollande s'indignait contre un risque d'exil fiscal. À quel moment récemment y a-t-il eu le mouvement le plus colossal d'exil fiscal, notamment en direction de la Belgique? C'est lorsqu'il a instauré cette fameuse taxe à 75% en début de quinquennat. La meilleure preuve, c'est qu'il s'en est rendu compte, qu'il a fini par la supprimer, qui a provoqué une véritable évasion fiscale. Donc, il est la démonstration vivante qu'un impôt qui se veut punitif et dissuasif produit l'effet inverse de celui qui est recherché. Mais Bruno Jeudi, on en a un petit peu parlé hier. Qu'est-ce qu'il fait quand Emmanuel Macron il annonce cette exit tax alors qu'on est en pleine crise sociale et qu'on a des violences en plein cœur de Paris? Qu'est-ce que c'est, de la provocation? Qu'est-ce que c'est comme signal? Comment on doit le voir? Comment on doit le recevoir? Toujours difficile dans le choix du timing. C'est clair que c'est la confirmation qu'Emmanuel Macron trace sa route, continue à avancer droit devant, j'allais dire, et que peu importe les critiques, y compris celles sur le président des riches et le président des très riches, puisque c'était la formule qu'avait employée François Hollande. Et ce soir, il a un peu modéré en parlant de celui qui favorise les plus fortunés. Donc Emmanuel Macron, au fond, rien ne l'atteint. Et c'est vrai que dans cette première année, il applique sa politique libérale. Il y a pas de. Il s'est fait élire sur un programme libéral. Parce qu'il sait que c'est plus facile dans une première année et que de toute façon, on est pour ou on est contre. Mais en tous les cas, il applique le programme qui lui a permis de se faire élire l'année dernière. Guillaume Tabar, parce que c'est plus facile dans une première année, donc ça passe, on passe toutes les réformes qui font mal. Et... Il y a quand même, je pense, une vraie maladresse en termes de gestion et de communication. Un point, je pense qu'on sera en désaccord. Je pense que cette mesure, elle est économiquement tout à fait justifiée. En tout cas, elle est défendable. Mais si elle est justifiée, pourquoi ne l'a pas-t-il fait au moment où il a changé l'ISF, où il a instauré la flat tax? Parce que c'est la même logique d'un impôt qui ne se veut pas dissuasif. Par ailleurs, c'est anecdotique en termes de rendement. Voilà. Ou alors, il y avait une autre solution pour lui, puisque Gérald Darmanin est chargé de faire la chasse à toutes les taxes inutiles, y compris celles qui touchent les classes moyennes, celles qui nous touchent tous. Il aurait été peut-être plus habile de faire disparaître cet impôt qui est effectivement inutile, avec l'ensemble des impôts inutiles. Passé plus inaperçu. On dit beaucoup qu'Emmanuel Macron fait ce qu'il a dit qu'il ferait. En l'occurrence, il avait, rappelez-vous, dit qu'il serait de droite et de gauche. Aujourd'hui, on ne voit qu'une politique de droite. Et en l'occurrence, cette décision-là, je suis désolé quand il nous... Comment? Il est plus soutenu par la droite que par la gauche. Absolument, d'ailleurs, les résultats le montrent. Juste, il nous parle de banalisation de la violence politique. Là, il y a clairement une banalisation des injustices et de l'augmentation de ces inégalités. Il nous parlait d'humanité ce soir. Encore une fois, il y a un jeune qui s'appelle Moussa, qui est homosexuel, qui est menacé d'être renvoyé dans son pays en Guinée. Et ce qu'il attend là-bas, c'est comme son compagnon qui a été tué, qui a été brûlé devant lui, c'est la mort en face de lui. Donc la loi asile et migration, il avait promis l'humanité. On a une personne aujourd'hui ce soir qui est menacée d'expulsion, qui risque la mort. Je suis désolé, la politique d'Emmanuel Macron, telle qu'il nous l'avait promis en termes d'humanité, elle n'existe pas. Ça, c'est pas de l'amalgame. C'est pas de l'amalgame. Pierre Jacquemin, merci. En tout cas, vous avez fait passer le message, même si on n'a pas bien fait le lien. Mais en tout cas, merci à vous d'être venus. Merci. Merci Guillaume Tabar. Bruno Jeudi, on se retrouve dans un petit instant. C'est Marie Lebec pour La République En Marche et Sarah Legrain pour La France Insoumise qui nous rejoignent pour débattre sur ce plateau. Regardez News et compagnie avec Interflora, messager de vos émotions. BFM TV, première sur l'info.
Retrouvez votre programme avec Allianz, assureur des particuliers et des professionnels. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile. KPMG est fier d'être partenaire de la campagne Plus grand, plus fort de BFM Business pour faire grandir les entreprises et libérer la croissance. Retrouvez toute l'actualité de la campagne sur le site de BFM Business. Avec KPMG, partenaire de votre croissance. Pour booster vos ventes, nous vous proposons la bûche de chèvre au yuzu. Un bon lait de chèvre, ça se respecte. Soignons le chèvre depuis 1895. 3 escape games inédits. 3 scénarios originaux. Mr. James, avec Renault Capture. Le Signal, avec Renault Kadjar. Le Collectionneur, avec Renault Koleos. Êtes-vous prêt à vivre un escape game hors du commun avec les SUV Renault? Inscrivez-vous maintenant sur mission-suv.renault.fr. Orientable, rétractable, oubliez le temps avec les pergolas bioclimatiques Biocène. Fini la corvée de la tonte. Profitez de votre temps libre. Votre tondeuse robot Gardena prend soin de votre pelouse. Existe également en version connectée. Gardena. Passion for life. Actuellement, 100 € remboursés pour tout achat d'une tondeuse robot Gardena. Certaines choses ne changeront jamais. D'autres, oui. Car maintenant, avec le nouveau lave-linge Quick Drive, un cycle de lavage vous prend jusqu'à 2 fois moins de temps. Son tambour exclusif à double rotation vous permet un lavage plus rapide et sans compromis sur le soin de votre linge. Quick Drive, prenez soin de votre linge en 2 fois moins de temps. Et en ce moment, jusqu'à 200 € remboursés pour l'achat d'un lave-linge Quick Drive. Si chez Fleury Michon, ils ont pu créer une filière d'élevage sans antibiotiques, sans OGM, c'est un peu grâce à nous. Parce qu'à un moment, on a su travailler différemment. Maintenant, si vous avez toujours des doutes, venez vérifier par vous-même. Venez vérifier sur fleurymichon.fr. Les pains Jacquet. J'aime. Tu aimes. Nous aimons. Vous aimez? Ils s'aiment, leur meilleur blé. Merci les agriculteurs Jacquet. Jacquet, j'aime, ils s'aiment. Nouvelle Peugeot 308, à partir de 169 € par mois, avec entretien offert. Élite Rencontre, le site de rencontre de référence pour célibataires ambitieux. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et revivez l'amour sur éliterencontre.fr. Un jour, je me suis pesée et ça a été le choc. Avec XLS Médical, perdez jusqu'à 3 fois plus de poids qu'avec un régime seul. J'ai perdu 10 kilos avec XLS Médical. Je me sens mieux dans mon corps. Osez XLS Médical et perdez du poids. Dispositif médical. Ça y est, vous êtes tous en mode café. On peut y aller? Le café San Marco est un arabica aux arômes si exceptionnels que l'on a envie de tout couper pour pleinement l'apprécier. T'exagères, toi. San Marco, per amore del caffè. Sunny. Yesterday my life was filled with rain.
Sonny, you smiled at me and really eased the pain. Everything is quiet. Rêver d'ailleurs. De nouveaux horizons. Piloter de nouveaux projets. Retrouver son rythme. Dessiner un nouvel avenir. Cultiver ses talents. Nouvelle-Aquitaine, osez l'esprit nouvelle vague. Avec Zoé, roulez en liberté. Libre de vivre les sensations de la conduite électrique, de goûter à des expériences inédites. Libre de pouvoir recharger simplement, chez vous ou ailleurs. Libre d'écouter la mer, la route ou juste le silence. Renault Zoé, la meilleure autonomie de sa catégorie. Renault Zoé, à partir de 129 € par mois, prix et son installation incluse. Regardez News et compagnie avec Interflora, messager de vos émotions. Deuxième partie de News et compagnie avec nos invités pour revenir sur ce duel à distance entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Marie Lebec, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes députée de La République En Marche des Yvelines. Sarah Legrain, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir. Vous êtes membre de la France Insoumise, secrétaire nationale du Parti de gauche. Merci à toutes les deux d'être là. Évidemment, Bruno Jeudi à nos côtés. On va les écouter, enfin on va surtout écouter Jean-Luc Mélenchon parce que Emmanuel Macron, c'était un peu du off. Il s'est exprimé depuis l'étranger. Après les violences du 1er mai, le président a donc accusé, je cite, ceux qui ne croient à la démocratie que quand ils gagnent, d'entretenir un climat de contestation sociale. Il n'a pas fallu longtemps pour que Jean-Luc Mélenchon réplique. C'est pas digne de sa part de faire ça pour deux raisons. D'abord parce qu'il faut bien qu'il admette l'idée que dans tous les pays démocratiques, il y a une opposition. S'opposer, c'est normal quand on ne pense pas la même chose. Donc on sait ce qu'on fait au Parlement, dans la manifestation et ainsi de suite. Où est le problème? Alors il nous accuse et il veut nous confondre avec les violents. Nous condamnons les stratégies de violence, on s'est déjà expliqué sur le sujet, non seulement parce qu'elles ne mènent à rien, mais parce qu'elles récupèrent politiquement ce que nous faisons. La réplique de Jean-Luc Mélenchon à l'attaque d'Emmanuel Macron, est-ce que vous jugez aujourd'hui que la France Insoumise est passif, est dans un rôle d'apaisement depuis à la fois les grèves à la SNCF, les mobilisations dans les facultés et puis cette manifestation du 1er mai. Est-ce que la France Insoumise est, j'allais dire, tout amour et apaisement ? Alors, vous avez dit un rôle passif, certainement pas, parce que nous sommes tout à fait à l'action en contestation de ce que fait Emmanuel Macron et en proposition, parce que nous avons fait de très nombreuses propositions de loi à l'Assemblée nationale. Donc nous sommes actifs. Par contre, est-ce que nous sommes pacifiques? Bien sûr, nous l'avons dit et redit. Nous avons dit notre opposition avec les méthodes de ces violents, qui sont d'ailleurs, qui font de nous leurs victimes, puisque nous avons été empêchés de manifester par eux. Nous avons déjà été attaqués par eux le 23 septembre dernier. Donc nous n'avons rien à voir avec cette violence-là. Et il est assez irresponsable de la part d'Emmanuel Macron d'assimiler l'opposition politique, la colère politique qui s'exprime dans le pays et qui prend des formes politiques et pacifiques pour s'exprimer, de l'assimiler à ces violents. Pourquoi cette assimilation, Marie Lebec, alors, selon vous, de la part d'Emmanuel Macron? D'abord, Édouard Philippe, la veille, et puis Gérard Collomb aussi, finalement. Le discours était le même, ou presque. Je pense que personne n'assimile la France Insoumise et les Black Blocs qui ont cassé un McDonald's, une concession Renault à l'occasion du 1er mai. Par contre, il y a effectivement, je pense, un rappel de la responsabilité de la parole politique. On en a parlé déjà beaucoup, mais le choix de l'intitulé « La fête à Macron », le choix de certaines affiches aussi, interroge quant à la volonté de manifester dans une bonne ambiance, dans une ambiance sereine, apaisée. Personne ne s'oppose au fait qu'il y ait des défilés, des rassemblements, des manifestations. Mais par contre, Jean-Luc Mélenchon, il le sait probablement mieux que personne, il a aussi une parole qui porte dans la société, qui touche un électorat et donc qu'elle doit être responsable, elle doit être mesurée. Et je pense que voilà, on voit à la tête de M. Mélenchon qu'il y a une certaine satisfaction aussi à avoir cette réponse de la part d'Emmanuel Macron. Oui, mais est-ce que c'est pas
œil pour œil, dent pour dent, en quelque sorte, parce que Emmanuel Macron, il n'a pas aussi une manière de détourner l'attention de peut-être ce qui pourrait être qualifié par certains de raté du 1er mai. Certes, il n'y a eu que 3-4 blessés légers, mais la gestion de cette mobilisation et surtout de ces violences du 1er mai, elle est diversement appréciée, y compris dans votre camp, on va y venir dans un petit instant. Est-ce que c'est pas une manière, du coup, de détourner l'attention ? Je ne suis pas experte en sécurisation des manifestations. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'il y avait 21 compagnies qui étaient dépêchées sur place. Elles étaient aussi équipées de matériel lourd que sont les lances à eau qui permettent de disperser. Maintenant, effectivement, il y a une interrogation et il faut que nos forces de sécurité, qui sont globalement efficaces dans les manifestations, repensent peut-être la stratégie face à ces nouveaux mouvements et surtout à la capacité... Donc la gestion des débordements, vous assumez complètement ? On n'essaie pas de contourner. La gestion des débordements, elle a été pas du tout à revoir. Non, mais par contre, je pense qu'effectivement, en termes de forces de sécurité, il y a peut-être une stratégie à revoir quant à la capacité justement de mobilisation de ces Black Blocs. Avant, ils étaient souvent en fin de cortège. Maintenant, ils apparaissent souvent devant les cortèges. Et là, ils ont effectivement mis en place une nouvelle méthode qui consiste à se mettre dans l'ensemble du cortège. Et donc, il faut peut-être réfléchir à comment est-ce qu'on sécurise mieux les cortèges à l'intérieur pour pas que des manifestants pacifiques soient impactés. Comment sécuriser ? La question, elle va se poser notamment samedi autour de la manifestation de l'appel au rassemblement de François Ruffin ce 5 mai samedi, donc sur la place de la République. La fête à Macron. À Opéra. Pardon. Donnez pas le mauvais rendez-vous. J'ai dit République, pardon. Voilà. À Opéra, excusez-moi. Elle le dit, Marie Lebec, il y a des affiches, il y a des titres qui peuvent être ambigus. Bon, est-ce que ça, vous le concédez d'abord ? D'abord, j'aimerais dire que je suis contente de vous entendre quand même rendre compte de la gestion de la sécurité de mardi dernier. Je pense que tout le monde a envie d'entendre des explications. Il y a des demandes d'enquête parlementaire qui ont été faites. On a aussi envie d'entendre, d'être rassuré sur le fait que le droit à manifester dans le pays et de façon festive, quand on veut le faire de façon festive, ce qui, je crois, n'est pas contre la loi, soit garantie. Voilà. Et je pense que c'est ça la bonne réponse, c'est ça la réponse qu'on attend du gouvernement, et pas d'aller justement entretenir des confusions et laisser entendre que la manifestation que nous organisons, qui s'appelle une fête, je ne vois pas le problème à appeler quelque chose une fête. On va revoir l'affiche. Vous parlez des discours, on va discuter de cette affiche si vous voulez, mais quand vous parlez des propos de Jean-Luc Mélenchon, j'aimerais que vous soyez précise. Quels sont les mots qui font que tout d'un coup, on serait solidaire de gens qui cassent des vitrines, solidaire de gens qui soient des violents, qui veulent... Là, on va sur un événement samedi, après-demain, à Opéra, la fête à Macron, avec cette affiche, avec ce geste, avec élan d'un jeune qui lance certes des légumes, mais qui rappelle quand même les jets de pavés et la violence du 1er mai. Est-ce que vous concédez qu'il peut y avoir une ambiguïté sur cette affiche, oui ou non ? Alors précisément, moi je trouve que cette affiche, elle a quelque chose d'un détournement qui est évident pour toute personne qui connaît un peu justement le mouvement social. C'est intéressant ce que vous dites. Pour toute personne qui connaît, ça veut dire que ceux qui ne connaissent pas peuvent tomber dans le panneau. Alors, peut-être que c'est une erreur de communication, c'est pas mais ce que je veux dire, c'est que quand on voit cette affiche-là, ce que l'on voit, c'est que précisément ce qui est jeté là est dans un geste qui est un geste joyeux, qui évoque quand même ce geste, il évoque des photos célèbres de mai 68, il évoque ça, et ce sont des légumes, et c'est un pot-au-feu. Et alors est-ce que le problème c'est qu'il y a le mot feu dedans, c'est-à-dire que si on chante du Johnny Hallyday et qu'on dit il y a la fête à allumer Macron le feu, aussi, est-ce que la phrase est-ce que la fête à Macron, est-ce qu'on est dans quelque chose de... Non mais franchement, la fête à Macron, c'est une logique constructive, ça ? Bien sûr, c'est une logique joyeuse. C'est l'idée qu'il y a des colères qui s'expriment dans le pays et que parfois, justement, tout notre rôle, c'est de proposer une expression politique. Il y a une ambiguïté autour de votre affiche. Alors, quelle est... il y a une ambiguïté. Le geste, c'est quand même le geste de quelqu'un qui lance un pavé. En l'occurrence, vous avez remplacé le pavé par des légumes. Et l'expression la fête à Macron, c'est aussi une expression qui peut être prise justement comme quand on veut faire la fête à quelqu'un, c'est en gros... Mais bien sûr, parce qu'on veut lui dire qu'il y a une opposition qui s'exprime dans le pays. Il y a une ambiguïté. Et que ce qu'on est en train de proposer... Vous cultivez une ambiguïté. Oh non, au contraire, puisqu'on est très clair, par exemple, par rapport aux Black Blocs et à ceux qui cultivent une stratégie qui n'est pas la nôtre, qui est celle de la violence. Nous sommes dans la stratégie de la révolution citoyenne et de fédérer l'ensemble des luttes et des colères dans le pays pour joyeusement exprimer notre force. Et oui, c'est un rapport de force. C'est un rapport de force pacifique et politique. Mais Sarah Legrain, attendez, il y a quand même un précédent. Il y a eu les jeunes gens masqués qui avaient pendu un mannequin à l'effigie d'Emmanuel Macron. Ça, c'était début avril à Nantes. Est-ce que c'était à la fête de la France insoumise ? En attendant, Jean-Luc Mélenchon n'avait pas condamné. Vous vous en souvenez comme moi. Est-ce qu'il y aura samedi à Opéra plusieurs chars qui feront la caricature du président, comme ça a été dit ? Est-ce qu'il y aura des figurants armés de matraques et de fusils factices ? Oui ou non ? Parce que ça, pour le coup, c'est pas très constructif. Attendez, précisons les questions. Est-ce qu'il y aura des gestes de violence ? Est-ce qu'on souhaite qu'il y ait des gestes de violence qui soient faits à cette manifestation ?
manifestations? Non. Nous l'avons dit clairement et nous avons dit clairement que s'ils avaient lieu, ce ne serait pas de notre responsabilité, qu'au contraire, nous faisions tout pour assurer et demander au gouvernement d'assurer l'absence de violence dans cette manifestation. Donc ce propos est très clair. Est-ce qu'il y a un esprit de carnaval qui dit « nous ne voulons pas de quelqu'un qui se prend lui-même pour Jupiter ». Je suis désolée, c'est pas de ma faute s'il est un peu bouffon aussi. Il se prend pour Jupiter. Attendez, on parle quand même du président de la République. Il y a un moment où il faut un petit peu de respect quand même. C'est une fonction, ça symbolise la France. Bien sûr, et nous pensons que quelque part... Il faut avoir des différents politiques. Maintenant, je pense qu'il faut quand même respecter la fonction et respecter Nous respectons parfaitement la fonction, mais nous pensons que nous pouvons exprimer justement notre désaccord avec la façon dont lui incarne cette fonction, précisément de façon monarchique, précisément en se laissant appeler Jupiter. Nous ne sommes pas tellement d'accord avec cette façon de représenter le peuple français et nous pensons qu'il ne représente pas suffisamment et pas du tout d'ailleurs les aspirations du peuple français en ce moment. Marie Lebec, du coup je vous pose la question dans l'autre sens. Gérard Collomb a commencé hier matin à critiquer les Insoumis. Édouard Philippe a poursuivi dans la soirée avec cet enjeu de cette manifestation du 5 mai. Emmanuel Macron, donc évidemment depuis l'étranger. Est-ce que vous n'êtes pas en train de mettre la pression en quelque sorte sur Ruffin et sa manifestation du 5 mai pour reprendre la main ? Tout simplement. Non, on ne met pas la pression, mais comme vous le faites quand même aussi. On rappelle ce que c'est le poids de la responsabilité politique, le fait que vous avez un auditoire qui vous écoute. Vous avez effectivement dit cette affiche est peut-être une erreur de communication parce qu'elle prête à confusion. On s'arrête sur cette affiche, mais vous la pointez sans cesse. Oui, mais il y en a une autre. Celle-là, on pourrait concéder qu'il y a un détournement qui peut prêter à rire, mais il y en a une autre avec un CRS avec armé d'une matraque. Enfin, moi, j'ai été sur le site du Média et je suis désolée, cette affiche, elle est plus choquante. Je vous la montrerai si vous voulez. Je la connais pas, si on me la montre, je pourrais la commenter. C'est quand même une image célèbre aussi de mai 68. Allez sur le site du Média, vous la verrez. Moi, je veux dire, on s'interroge quand même. Attendez, on ne peut pas d'un côté dire qu'on va commémorer mai 68 et admettre qu'il se passe quelque chose de décisif pour la société française en mai 68 et pas être capable de voir que là, il y a une référence à un imaginaire, qu'en même temps, cet imaginaire, il est joyeusement détourné à travers des légumes. Enfin, je trouve que là, il y a une instrumentalisation. Vous faites aucun mea culpa, Sarah Legrain, enfin, un petit mea culpa, aveu de... À quel sujet ? Non, mais sur cette affiche et sur cette absence de... Enfin, sur cette communication, alors qu'on est quand même 2 jours après une manifestation qui a failli dégénérer. Enfin, qui a dégénéré, mais qui a failli... Qui aurait pu être grave. Je tiens à dire, nous sommes 2 jours après le 1er mai, et après des travailleurs, voilà. Que quand cette initiative, elle a été prévue, elle est prévue... On sait qu'il y a le 1er mai et la fête des travailleurs. Il y a des débordements qui ont lieu, dont nous ne sommes pas responsables, que nous condamnons, qui sont des violences qui n'ont rien à voir avec le 1er mai. Ce sont des gens qui, justement, instrumentalisent les luttes des autres. Je ne vois pas en quoi nous aurions à tout d'un coup décidé que le mot de fête, que cette dimension de carnaval que nous assumons, cette dimension d'opposition joyeuse, tout d'un coup serait à revoir. Vous parce qu'il y a des violents qui ont brisé des victimes. Donc, Sarah Legrain, vous allez sécuriser au maximum, j'imagine. Alors, samedi, quelles sont les précautions qui sont prises, j'allais dire. Je rappelle une chose, c'est que c'est au gouvernement, c'est au ministre de l'Intérieur et au préfet de garantir la sécurité des manifestants. Hein. Donc, mais vous avez un rôle aussi. Nous avons un rôle d'accueil. Il y a un rôle d'accueil des manifestants, bien sûr. Mais après, la sécurité vis-à-vis des éléments extérieurs à la manifestation, ce n'est pas, c'est de la responsabilité du gouvernement. Vous vouliez l'affiche, je vous la montre, elle est sur le site. On va essayer de zoomer. Vous pouvez, si vous pouvez, voilà. C'est pas en marche forcée avec une matraque. Non mais donc voilà, je veux dire, il faut aussi. Non, c'est un CRS. C'est sur le Média. Vous pouvez la remontrer, s'il vous plaît, c'est une affiche de la France Insoumise. C'est sur le Média. Sur le site du Média. Non mais je vous accuse pas de. C'est une affiche de la France Insoumise. Oui, puisqu'elle est avec toutes les autres de la fête à Macron, etc. Sur le site du Média, la fête à Macron. Il n'y a pas d'ambiguïté. Donc je suis en train de vous dire non, mais bon voilà, je ne vous accuse de rien, Madame Legrand, mais juste, je veux dire que contrairement à ce que vous dites sur cette affiche qui pourrait être de l'humour détourné de la caricature, il y a quand même des affiches qui pose beaucoup plus de questions. Attendez, on va aller au choix. C'est intéressant de voir le jeu de rôle. Est-ce qu'il y a des CRS est-ce qu'il y a eu justement une répression dans les universités, oui ou non? Est-ce qu'il y a eu des répressions de CRS? Si vous voulez qu'on parle de Tolbiac et des fake news avec des étudiants qui sont blessés. Non, mais voilà, je veux dire, me dites pas. Les CRS sont dans leur rôle quand ils vont respecter l'ordre. Les Black Blocs ne sont pas dans leur rôle quand ils vont casser des McDonald's, etc. Mais non, mais vous me dites, est-ce qu'il y a une répression des CRS? Les CRS font leur métier de la meilleure façon possible. D'associer Emmanuel Macron à un CRS. Moi, ça ne m'étonne pas qu'Emmanuel Macron puisse être associé à des CRS en ce moment, avec ce qu'on a vu comme répression à la ZAD, de Notre-Dame-des-Landes, ce qu'on a vu comme répression contre les Black Blocs. Ça ne m'étonne pas. Je suis en train de vous dire,
Je ne parle pas de répression contre les dérives. Non, mais qu'est-ce qu'on a vu? Les zadistes, ils occupent illégalement un territoire qui est à Notre-Dame-des-Landes. C'est vous qui êtes en train d'assimiler. Si vous voulez, les agriculteurs qui ont été... Non, mais dans les zadistes, vous savez très bien qu'il y a une part d'une population qui est extrêmement violente, qui se déplace de ZAD en ZAD, qui se déplace dans l'université. Il y a certainement aussi des agriculteurs, des étudiants... Est-ce que c'est étonnant qu'Emmanuel Macron puisse être associé à un CRS? Mais Emmanuel Macron, il est président de la République et la force doit rester à la loi. Alors quel est le problème avec cette... Non, mais je veux dire, ça pose quand même question. C'est pas du tout la même chose de ce que vous dites. Vous êtes en train de tirer des choses à partir d'affiches. On parlait d'affiches, vous me dites non, il n'y a que des affiches humoristiques, c'est une bonne ambiance, etc. Je vous montre que sur le site du Média, dans les affiches destinées à la fête à Macron, il y a des affiches qui posent beaucoup plus question quant au bon esprit et quant au fait que ce soit une fête, sans parler même de l'expression de la fête à Macron. Ce sont des affiches qui appellent à la violence. Il y a une ambiguïté. Je ne considère pas qu'il n'y a pas le moindre appel à la violence. Vous ne trouverez aucun appel à la violence. Il y a une ambiguïté. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement à quel point actuellement Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon sont dans un jeu de rôle qui les arrange tous les deux, puisque Emmanuel Macron érige chaque jour un peu plus Jean-Luc Mélenchon en premier opposant, et ça arrange. Là, il est en train d'essayer de discréditer cette opposition. On verra comment ça se joue dans la rue, en tout cas, à Opéra le 5 mai. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Marie Lebec, merci Sarah Legrain, merci beaucoup. On se retrouve, nous, juste après la mi-temps. Salzbourg-OM, ça joue en même temps. Demi-finale, retour de Ligue Europa. Jean-Baptiste Boursier prend les commandes avec ses invités.